Bonjour Eric Maria, Noémie et Vincent. Bonjour. Bonjour Jeanne. Et merci beaucoup d'avoir accepté ce moment très spécial sur ma chaîne YouTube pour parler d'archet. Alors Eric Maria Couturier, Noémie Boutin et Vincent Courtois, vous êtes tous les trois violoncellistes et experts dans la recherche des archets. C'est un sujet qui vous passionne et c'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant qu'on se rassemble aujourd'hui pour parler du choix d'un archet. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui se passe quand on se pose des questions de valeurs, anciens, modernes? Est-ce que ça va avec mon niveau? Est-ce que, toutes ces questions, quel bois, les archets en carbone, le Pernambouc est en voie de disparition, tous ces sujets sous le contrôle d'archetiers qui nous prêtent leurs locaux aujourd'hui puisqu'on est au CLAC, le collectif de lutherie et d'archeterie contemporain à Paris. Et du coup, voilà, c'était pour échanger avec vous sur ce sujet. Je voulais juste ajuster un tout petit peu, c'est que au milieu de ces deux partenaires, collègues, moi je ne suis ni experte sur le sujet, ni passionnée. Alors, c'est un peu particulier, j'assume de le dire, mais on en a beaucoup parlé ensemble ces dernières années. Éric Maria et Vincent sont beaucoup plus passionnés par le sujet de la lutherie, de l'archéterie que moi. Ça pourrait, j'en suis pas fière, mais disons que dans ma culture et dans mon parcours, ça n'a pas été quelque chose que j'ai attrapé. Et par contre, c'est une des choses qui m'a beaucoup apporté, notre rencontre ces dernières années, et la rencontre avec le CLAC, et d'être vraiment en contact des luthiers, des archetiers, archetières. Ça m'a permis enfin d'humaniser cette chose-là. Et en fait, rien ne se fait sans relation humaine, enfin j'ai l'impression. C'est quelque chose, par exemple, que je pratique énormément avec les compositeurs, les compositrices. Ce dialogue, cette compréhension de la partition, de la création, etc. Mais je n'avais pas encore connu ça avec les violoncelles et les archets. Et puis c'est aussi que j'ai eu une bonne étoile, c'est qu'il y a eu des beaux instruments qui me sont tombés dans les mains, à peu de choses près. Et que je m'adaptais. Enfin voilà, j'avais ça tombait bien, l'occasion se prêtait bien, c'était simple, j'avais pas à aller à l'autre bout du monde pour chercher, ça sonnait bien, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc c'est aussi cette raison-là qui fait que j'ai pas eu à me poser 1000 questions. Mais donc je suis très heureuse qu'on aborde le sujet, mais je tiens à dire que je ne suis pas l'experte du groupe, loin de là. Et alors moi je tiens à ajouter que je suis passionné, mais je ne suis pas du tout expert. Bon je la refais, je vais tout couper. C'est bien justement. C'est vrai qu'on est, on est plutôt dans une histoire de passion, parfois d'obsession peut-être aussi. Mais donc voilà, en fait on aurait beaucoup de choses à dire sur l'archéterie, mais peut-être que pour venir à la première question, peut-être pour des gens, pour la manière d'essayer un archet, parce que c'est vrai que finalement, nous on se retrouve à en essayer beaucoup. Moi je passe beaucoup de temps à en essayer un peu tout le temps. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'on a des relations avec des archetiers et des archetières, c'est eux-mêmes qui ont envie, qui disent tiens, j'ai fait ça, essaye, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que surtout que cette relation qui a été coupée à un moment donné, entre les luthiers, les archetiers et les musiciens, ça doit absolument... moi, je travaille beaucoup pour que cette relation existe, en fait. Ça me paraît vraiment important. Et dans ce travail, ce qu'on a tous les trois, je crois qu'on est bien exploré notre instrument. Et l'exploration de l'instrument musical passe aussi, je crois, à des moments par l'outil en lui-même. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être poussé ce travail un petit peu loin. Mais il demeure que pour essayer un archet, moi le conseil que je pourrais donner, c'est que ce que j'essaye maintenant de faire avec la petite expérience que j'ai, c'est vraiment d'essayer au départ, c'est ma manière à moi, on peut faire autrement, mais de gommer complètement l'aspect du confort par exemple, en me disant ça on pourra toujours faire quelque chose. Et j'ai même des expériences que je pourrais raconter qui me l'ont vraiment prouvé. D'essayer de gommer vraiment la sensation, d'essayer de tout gommer pour me concentrer vraiment uniquement sur le son. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte vraiment des différences de son qu'on pouvait avoir d'un archet à un autre, ce qui est assez incroyable. Pour moi, c'est un peu de la sorcellerie, mais il y a vraiment des vraies différences d'un archet à un autre, bien qu'il soit a priori construit à peu près pareil. Et donc j'essaye au départ de vraiment me concentrer sur la sonorité que je cherche,
sur ce que je veux, sur aussi ce que je veux pas, sur des choses parfois extrêmement flatteuses et rapidement de me dire peut-être c'est trop flatteur et peut-être c'est pas vraiment ce que je veux, qu'est-ce qui va sonner avec mon instrument. Mais j'essaie vraiment de me concentrer d'abord sur le son. Une fois que je suis arrivé à quelque chose qui me plaisait, après on peut travailler dessus. Après en effet je peux travailler sur le confort, de voir si ça me plaît, si j'arrive à faire certaines choses plus ou moins facilement. Mais j'essaie aussi de parier que techniquement, que je me dis que j'arriverai toujours moins à me débrouiller techniquement avec l'archet et que je vais pouvoir aussi faire un travail, par exemple, comme on l'a fait avec Clémence, de retravailler le cambre. Sur un archet contemporain aussi, on a cet échange avec un archetier ou une archetière qui fait qu'on va pouvoir, par exemple, moi j'ai pas mal insisté sur mon archet, sur la hausse, il y a un tas de choses qu'on peut faire après. Par contre, le son, on ne peut pas y changer grand-chose. Donc voilà, moi ma première idée ce serait ça. Et par exemple, cet archet, peut-être on en parlera tout à l'heure, j'ai fait, j'allais dire j'ai fait, non je ne l'ai pas fait, c'est Clémence de Lartigue qui l'a fait, mais j'étais là et on en a beaucoup parlé ensemble tout au long de l'élaboration, d'aller vraiment vers quelque chose qui me convenait, avec les connaissances que j'ai acquises et puis ce que je sais de l'archéterie et ce que je sais maintenant que j'aime vraiment. On a essayé d'aller au plus loin possible. Et après toute cette étape, je me souviens très bien, le premier essai que j'ai fait, j'étais vraiment embêté parce que je trouvais que le son était absolument sublime, j'étais vraiment content. Par contre, je n'arrivais pas à jouer avec. Et vraiment, j'avais un problème, j'avais l'impression d'être sur un... Je me souviens vraiment de la sensation d'être sur un trampoline, d'avoir quelque chose que je ne pouvais pas maîtriser, enfin, qui était... Voilà. Et j'étais un peu inquiet, en fait. Et en fait, on a retravaillé dessus. Enfin, Clémence a retravaillé, elle m'a dit attends, on revient demain. Et en effet, tout avait changé, au niveau du confort, tout avait changé. Tout était devenu jouable, mais il y a une chose qui n'avait pas changé, c'était la qualité sonore de cet archet. Donc voilà. Donc c'est pour dire que c'est vraiment, pour moi, la chose importante, c'est d'abord la sonorité qu'amène l'archet. Donc si j'ai bien compris, tu dis que le son ne peut pas vraiment être changé, mais tout le travail sur la hausse et le cambre et tout ça, tout ça ça, avec ouais. le confort. Ah ouais. Je pense que ça, on peut le changer. Je pense que ça, il y a moyen. Alors après, c'est vrai que c'est peut-être plus délicat à faire sur des archets anciens. On peut peut-être pas tout faire sur un archet ancien, mais au moins sur un archet moderne, oui. Et après, en effet, peut-être j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est que il y a des archers, on a tous essayé des archers incroyables, des archers sublimes, des archers du 19e, des archers du 20e, des archers de grands maîtres. On a essayé des choses absolument incroyables, des choses aussi très 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 chères, mais je me rends compte de plus en plus que dans l'archéterie contemporaine, il y a aussi des choses absolument magnifiques, et notamment sur des budgets quand même importants, mais beaucoup moins grands, peut-être beaucoup plus abordables. Et c'est vrai que nous, on engage, aux ateliers de violoncelle, on engage vraiment nos étudiants à au moins se pencher sur l'archéterie. On fait des prêts d'archet. Et pour moi, se pencher sur l'archéterie, ça peut pouvoir être quand même... Enfin, moi, je me souviens très jeune, ça m'a passionné très, très tôt, mais ne serait-ce de regarder un archet et juste de se dire, mais c'est dingue, c'est sorti de la main de l'homme, comment c'est fait, en fait? Comment on fait un truc pareil, en fait? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps avec cette chose entre les mains sans jamais se poser la question de ce qu'il y a derrière, en fait, et de ce qu'on va chercher dans un archet. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a vraiment des expériences différentes. Et pour moi, je ne m'étais jamais, comme la plupart des étudiants, jamais posé la question. Et c'est venu entre 20 et 30, j'ai commencé à voir des petites choses, des belles choses, de Sylvie Masson, qui m'ont aidé à passer des étapes. Et puis, quelque part, pour moi, l'archet, je dirais que l'intérêt que ça a eu progressivement, c'est que ça m'a aidé à conquérir des partitions. C'est-à-dire que j'aime bien l'image du véhicule, que la partition, que la sonorité, c'est du terrain. Il faut un véhicule qui soit profilé par rapport au terrain. Donc ça peut être du coupé, ça peut être du tout-terrain, ça peut être qui ait de la mâche, quoi, que ça renvoie, que ça rebondisse par rapport donc, aux impacts, aux inflexions qu'on donne. Donc c'est vraiment pour vraiment conquérir du domaine acoustique et avec l'évolution des instruments et du besoin de puissance, je trouve que le terrain de base, la corde en métal, est vraiment ce que je connais le mieux. D'ailleurs, on vient de se faire la réflexion que
tous les archets qu'on peut essayer sur des cordons boyaux, moi j'ai moins de sensations. Donc ça veut dire que c'est un domaine que je ne connais pas. Et peut-être que ça veut dire que les cordons boyaux sont faits pour avoir un réglage particulier, moins tendu, moins de force. Donc c'est des archets forcément classiques qui, dans leur domaine, doivent être aussi extraordinaires que les archers modernes et contemporains. J'apprécie tout ce qui est expérience personnellement, challenge, d'un certain langage. Donc il faut que l'archer accompagne ce besoin, cette nécessité d'accompagner un geste musical. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des fois un certain poids, des fois plus ici, des fois plus là, des fois du rebond, des fois du sautille de malade, quand il faut aller très très vite, très fort, très vite, très fort. C'est pas évident parce qu'il y a des fois des archers qui supportent pas une trop grande tension quand on le visse. Il faut une colophane qui accroche, qui adhère à fond. Donc là, mon seul point un peu maniaque, c'est la colophane et la mèche doit être mais immaculée. Vraiment, faut pas poser. Ne pose pas ta mèche sur le pupitre, ça le graisse. Faut pas toucher avec les doigts. Bref, toute cette zone de contact, pour moi, elle est. On peut faire beaucoup de choses avec l'instrument. On peut faire des impacts avec le palma, faire du tapping, taper à fond avec la mèche ou le bois, voire toucher le corps du violoncelle, voire frotter, quitte à ce que ça enlève un peu de radis. Mais ça, faut pas toucher. Donc j'aime pas quand les compositeurs ils nous demandent d'aller très haut parce que là on s'en met partout, on ramène de la colophane ici. Bah, non. Par contre, pour tout le reste, et ça doit garder l'exigence par rapport voilà, au choix du poids, de la vibration que ça emporte. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'expériences avec Helge Netland, Jean Gerberger, Claudia Carmona, Georges Teffaut. C'est vraiment des amis qui m'ont fait des amis, des amis de tous les jours. Et pour moi, c'est difficile pour moi d'essayer de tous ces archers parce que c'est toutes des personnes. Il faut apprendre à se connaître. Donc là, on essaye. C'est comme si on buvait cul sec des verres de vin, on comprend rien, quoi. Et il faut prendre du temps, faut se mettre en condition et ça fatigue aussi. Et je préfère avoir mes 5-6 copains chez moi et je change selon les besoins et je sais avec qui je travaille. Donc il y a un côté vraiment collaboratif pour monter, démonter des partitions. C'est vraiment comme des chevaux. Pour moi, le violoncelle c'est un arbre et l'archer c'est un cheval, quoi. On y va, quoi. On galope et on voit du paysage. Il y a quelque chose comme ça. Après, il y a des gens aussi qui ont un archet. Je crois que c'est le cas de Noémie, qui ont un archet, qui fait tout avec le même archet, et voilà, et qui ne se pose pas trop de questions. Et peut-être que c'est super parfois de ne pas trop se poser de questions. C'est pour ça que je me permettais de parler de mon manque de culture à ce niveau-là, c'est que je pense que je ne suis pas la seule. Et ça veut pas dire que c'est pas important, loin de là. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ce qui m'a importé à un moment donné, c'est d'avoir un instrument et un archet qui soit tout terrain, justement. C'est-à-dire, comme je suis moi, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est très important de jouer de la musique classique, du répertoire, de la musique d'aujourd'hui, des challenges parfois, de la délicatesse d'autrefois. Enfin voilà, j'ai vraiment ce besoin d'être à tous ces endroits. Du coup, j'ai besoin que mes outils ils soient pareils que moi. Et du coup, effectivement, alors on pourrait dire que c'est l'aspect financier qui m'a freinée parce que ça coûte de l'argent d'aller essayer des choses, de se séparer d'un instrument, d'en retrouver un autre, etc. Tout ça coûte de l'argent. On sait bien que c'est pas des stylos, quoi. Il y a l'aspect financier, bien sûr, mais il y a l'aspect aussi investissement de ce que c'est que d'aller à la rencontre, d'aller à la rencontre de ces personnes, etc. Et j'ai peut-être mis, moi, du temps et de l'énergie à d'autres endroits. Donc, je crois qu'on est vraiment tous différents là-dessus. Mais en tout cas, je le redis, les rencontres que j'ai faites ces dernières années à ce sujet m'ont passionnée. Et moi, mon anecdote, c'est que il y a bien longtemps, dans un concours de musique de chambre à Munich, on arrive en finale avec mon trio et on doit jouer le Triple Concerto de Beethoven et avec l'orchestre de la radio de Munich, donc bon, c'était pas rien. Et j'avais mon archet, comme d'habitude, toujours mon archet.
Et puis là, on me dit, mais tu sais, tu peux aller voir le luthier de Munich, l'archetier de Munich, il va te prêter quelque chose. Donc, le violoniste de mon trio, bien plus intéressé que moi par la question, me dit, on y va, enfin là, on va pas rater cette occasion. Et puis, il me prête un Mer. Donc, alors Mer, tu peux dire, Vincent, quelle époque Du 19e. 19e, voilà. Donc, cheval vraiment étalon de course, quoi, très très haut standing, quoi. Et là, j'ai commencé quoi, à jouer, et là, j'avais l'impression d'avoir une autoroute, quoi, plus un archet. J'avais l'impression que je pouvais faire 3 phrases en une, quoi. Enfin, et c'était dingue. Et je me souviendrai toute ma vie de cette sensation dans le mouvement lent, d'avoir l'impression que c'était interminable. En plus, moi, j'aime bien faire des phrases très longues. Et alors là, c'était un plaisir, mais c'était immense. Donc ça, je m'en souviendrai toute ma vie et je le garde très précieusement. Et vous voyez, ça veut pas dire que j'ai répété cette expérience, mais au moins, j'ai vécu ça. Et donc, je peux dire que d'un archer à l'autre, c'est un monde. C'est un monde. C'est un monde. Alors après, on n'a pas tous les moyens de s'acheter un Mer, loin de là. Mais moi, tu parles de cheval, moi je parle de baguette magique. C'est vraiment, j'ai l'impression, ce moment de Harry Potter qui va regarder comment ça réagit à la personne. Est-ce que c'est parce qu'il y a un crin de licorne ou un peu de venin ou je ne sais quoi, mais effectivement, tout à coup, ça peut résonner, ça peut se mettre en résonance et tout devient possible. Cette baguette ne t'a pas appelé? T'as pas, Bah si, t'as bien pas sûr, soulevé une ville entière pour trouver... Voilà. Pour qu'elle soit à moi, tu veux Ouais. dire. Non, c'est resté comme ça, c'est resté ce moment-là, et je m'en souviendrai, et voilà. Parce que moi, j'ai des archets qui me parlent, hein, qui me rappellent. Même des instruments, mais plus des baguettes. Et Ah bah voilà, c'est la baguette magique. ouais, je l'ai essayé, ça l'avait pas fait, c'était compliqué, le gars était pas content, et cet archet m'appelait. Et c'est une sensation qui revenait, même jour et nuit. Hein. Et après, j'ai rappelé, et il a fallu que je l'acquière. Et j'ai trouvé les moyens, et c'était extraordinaire. Je me rappelle encore de cette sensation. Ça fait 15 ans déjà. Alors moi, j'avais un peu une expérience un peu comme Noémie quand j'étais plus jeune. Je voulais trouver un archet qui soit mon archet et en avoir un seul, qui soit celui. Voilà, et c'est ce qui s'est passé en fait. Mais j'en ai essayé beaucoup et je trouvais pas. Et finalement, je suis tombé sur un archet ancien, mais il y a 25 ans. Hein. Un Victor Fétic très beau que j'ai toujours et j'ai joué ça pendant un peu plus de 25 ans. Avant de me pencher vraiment sur d'autres choses. Et maintenant, en fait, je suis arrivé à un moment un peu différent où j'ai l'impression de pas pouvoir. Je rêve un peu de trouver un archet qui ferait tout, mais en fait, j'ai laissé tomber. Je préfère avoir. Bon, je joue pas 50 archets, hein, mais grosso modo, là, en ce moment, j'ai 2 archets où j'ai l'impression qu'ils sont vraiment, qu'ils me donnent un résultat vraiment optimal pour ce que je veux faire à tel moment. En résumé, j'ai un archet ancien qui n'est pas forcément hyper puissant, mais qui est très chaud et qui est super pour faire les disques, que j'aime beaucoup pour enregistrer. Parce que justement, il a une espèce de patte de son qui me permet, dans les disques justement où on a tendance, où ça joue moins fort, où voilà, je peux vraiment développer des choses avec cet archet-là. Et puis sinon, bah, j'ai un archet contemporain, donc le fameux archet dont je parlais tout à l'heure, avec lequel je fais tout le reste, mais qui a une vraie patte sonore que j'adore, qui est vraiment très belle, mais qui a aussi cette faculté à projeter beaucoup, à être toujours là, quoi, à être toujours présent. Je peux jouer avec des pianistes qui jouent un peu fort, même dans mes groupes, je peux jouer parfois avec des batteurs de manière acoustique, ça passe, quoi. Ça passe et le son reste de qualité. Donc voilà, moi je reste là-dessus. C'est vrai qu'on peut dire ça quand même, c'est que, bien sûr, le violoncelle aussi, mais quand même, ce qu'on a en main, là, cet outil, s'il n'est pas tout à fait approprié, s'il est trop lourd, trop léger, on peut se faire très très mal. Enfin là, il y a quand même un danger sous-jacent quand même. Et il faut quand même pas oublier de se dire que si jamais on a des douleurs répétées ou des fatigues et tout, ça peut être ça.
et que là, ça vaut quand même vraiment le coup de se pencher sur la question et de discuter avec quelqu'un, parce que ça peut être super destructeur, quoi. En fait, à quelques grammes près, ça peut être complètement inapproprié avec la main ou la morphologie de la personne. Ou le même grammage et un équilibre différent d'ailleurs. Ouais. C'est fou. Ça, faut vraiment faire très attention. Mais alors justement, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. Enfin, beaucoup de violoncellistes se demandent quels sont les paramètres qui font que ça va être un bon archet que je vais avoir en main. Est-ce que c'est le poids, l'équilibre, comment est fait la hausse, le cambre, le prix? Est-ce que c'est un ancien ou moderne? Non, alors ça, le poids, pour moi, c'est pas un problème. En principe, on doit avoir un archet, en principe, l'archet, c'est autour de 80 grammes. Mais la preuve, il y a des archets anciens, notamment au 19e, qui sont souvent beaucoup plus légers, qui sont autour de 75. Il y a encore 30 ans, je parlais il n'y a pas longtemps avec l'Odéon qui me racontait qu'il avait un superbe archet magnifique, qui faisait 75 grammes, je crois, et ça lui posait aucun problème. Et à l'époque, c'était beaucoup comme ça. On revient beaucoup à ça. Il y a pas mal de solistes maintenant qui reviennent à des poids autour de 75, 76, et même en dessous. Pour moi, c'est pas vraiment un problème. Et la preuve en est que Éric Maria, il joue un archet aussi de 80. Avec le caoutchouc, ça fait 100. Voilà. 100 grammes. Voilà. Ça peut aussi. Bon, là, c'est extrême de l'autre côté. Après, encore une fois, ce qui est intéressant dans ce que disait Noémie, c'est cette sensation qu'elle a vue avec le maire. C'est vraiment quelque chose qui est hyper agréable dans un archet, qu'on sent, et moi je trouve qu'on le sent, c'est pas forcément le poids qui donne ça, c'est cette sensation de rail, quoi, d'un archet qui est en contact parfait, immédiat avec la corde, et que ça bouge pas, quoi. Et on peut aller un peu en arrière, un peu en avant, mais la mèche reste, et c'est vraiment comme un... j'arrive pas à trouver une autre image que cette image de rail, et puis cette sensation en effet que l'archet est plus long, quoi, et il est plus long, en même temps on arrive très facilement au bout, très rapidement, on revient, tout est une chose où ça devient assez facile en fait, ouais. Et mais encore une fois, même si c'est pas le premier paramètre, c'est quand même important. Et cette sensation de contact vraiment avec la mèche, avec la corde, d'imaginer que la corde, elle est ronde comme ça, et qu'il y a ce rapport de contact plus ou moins profond de la mèche, mais que ça tient. C'est hyper agréable. Et ça, on s'en rend compte très très vite. Immédiatement, on a cette sensation qui est vraiment importante, quoi. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est que les archetiers actuels travaillent quand même sur un modèle, on va dire, qui a été... ils reproduisent des techniques de construction qui datent d'il y a très longtemps, enfin du 19e, on va dire du début du 19e, qui a un peu évolué, mais pas tant que ça, et qu'eux continuent de faire évoluer, mais sur cette base-là. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Et ce qui veut dire que c'est quand même intéressant de voir qu'ils vont chercher, par exemple, à s'inspirer de certains grands modèles, comme là, par exemple, je crois qu'il y a des archets d'un archetier de Montpellier qui fait souvent des copies de Grand Adam, par exemple, ou le modèle qu'on a fait avec Clémence, qui était d'inspiration Lupo. Et ça veut bien dire que cette histoire, en fait, est toujours présente, existe, mais elle a changé. Elle a aussi changé par rapport au fait que bien souvent, à l'époque, on vendait le violoncelle avec l'archet. Il fallait un archet, et les archets, ils en faisaient comme ça allait vite, quoi. Il y avait beaucoup de gens, il y avait certains ateliers où ils étaient très nombreux dans la pièce à fournir des archets. Et parfois, ils allaient vite, en fait. Alors, ils avaient des super bois, mais ça allait vite. C'est pour ça qu'il y a certains archets, des grands archets, de très grands archetiers, qui ont pas mal de choses qui paraissent vraiment imparfaites pour des archetiers contemporains. Là, maintenant, ça va beaucoup plus loin dans cette espèce de précision, dans la beauté de l'objet. C'est vraiment un travail je savais que c'était d'une précision incroyable, mais de le voir faire, je ne pensais pas que ça allait à ce point-là, en fait. Et il y a une recherche de la perfection qui est assez incroyable. Après, il reste, dans les archets anciens, il y a la main de l'archetier aussi qui est là de toute façon. Ça a évolué en devenant
je pense que, mais ça, il faudrait peut-être en parler justement avec des archetiers et des archetières. Voilà, c'est que je pense que le métier d'archetier a vraiment évolué, a vraiment changé. Et là maintenant, enfin, quelle chance, quoi. Quelle chance d'avoir accès, de pouvoir rencontrer ces artisans, de pouvoir rencontrer, d'essayer leur travail, de pouvoir en parler, et d'avoir des mains tellement fortes, quoi, tellement sensibles, en fait. C'est une vraie sensibilité en fait qu'ils ont. Et donc je pense que c'est indispensable de nous de faire ces allers-retours avec eux. Et c'est pour ça en fait que moi j'avais besoin, pour comprendre un peu plus loin, à un moment donné j'avais l'impression qu'il faudrait que je fasse un archet, mais évidemment je suis absolument incapable. Et donc l'idée c'était, quand on a fait ce travail sur cet archet, c'était que j'essaie de comprendre justement, de comprendre les gestes de l'archetier, pour aussi apprendre à les regarder après autrement aussi. Et voilà. Et donc, en tout cas, je pense vraiment que pour des jeunes violoncellistes, pour des violoncellistes amateurs, mais aussi pour des professionnels, je pense que vraiment la preuve en est que tous les trois, on joue, on n'a pas joué que ça, mais on joue des archets contemporains. Tous les trois, en fait. En fait, moi, ça me fait vraiment, je reviens à ce que je disais au début, ça me fait vraiment penser à la relation avec un compositeur ou une compositrice. C'est-à-dire que d'un coup, nous, on est interprète, on est là pour transmettre quelque chose, pas que, bien sûr, parce qu'on va mettre notre sensibilité et notre corps, etc. Mais du coup, d'aller à la rencontre, comme faire binôme tout à coup, autour d'une création, ça permet vraiment de pousser loin la relation et comme ce qui se passe dans une rencontre, quoi. Qu'est-ce qui va influencer l'autre et vice-versa. Et du coup, on a d'autant plus de chances que ce soit ajusté et on a d'autant plus de chances de pouvoir aller loin dans la démarche. Donc pour l'interprète, d'interpréter mieux, et pour l'autre, d'ajuster, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi, si c'était à refaire, là, de chercher un archet, j'hésiterais pas une seconde, effectivement, d'aller vers quelqu'un qui est vivant et d'aller dans la discussion, quoi. Après, dans l'archéterie ancienne, moi j'adore, hein, je suis complètement passionné par ça. Et j'adore parce que il y a un côté mystère, il y a un côté un peu enquête, il y a un côté qu'est-ce que c'est que cet archet, qu'est-ce qu'il a traversé, il a été fait en 1860, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'il a joué, les petites marques comme ces archers anciens que j'adore, qui ont des stries là, sur la hausse, parce qu'à l'époque on mettait l'archet, il n'y avait pas d'endroit pour le ranger, on coinçait l'archet dans les cordes. C'est pour ça qu'il y a certains archers anciens du 19e qui ont ces espèces de stries sur la hausse. Toutes ces histoires, cette espèce de mystère. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Je trouve ça, j'adore ces histoires-là. Et en même temps, c'est ces belles histoires qui ont aussi des dangers. Pour savoir, est-ce que c'est authentique, est-ce qu'il n'a pas été cassé, est-ce qu'il n'a pas été abîmé, est-ce que c'est bien spécifié, qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire de cet archet. Voilà, c'est le petit danger qu'il y a. Donc ça, c'est vraiment un versant que moi je trouve passionnant, qui m'intéresse, c'est l'histoire. Encore une fois, c'est le côté enquête presque. Et puis de l'autre côté, il y a aussi, très différent, ces archets contemporains, cette relation. J'adore quand on vient là, je sais pas, on essaie des archers, puis après on en parle. Je sais que régulièrement, quand j'essaye les archers de Jean-Pascal Nerge, j'en vois ici. Généralement, après, on s'écrit, on échange un peu, qu'est-ce que tu as pensé, qu'on en parle, cette espèce voilà, c'est quelque chose qui est vachement important. Et je pense qu'on en a besoin, mais je pense que les archetiers et les luthiers aussi en ont besoin. Je pense qu'ils ont aussi besoin de ce retour, de cet échange, et qu'on ne soit pas chacun de notre côté comme des sorciers qui ne se parlent pas, quoi. En fait, il y a vraiment cette relation, elle est importante. Et c'est vrai qu'au CLAC, on a des élèves ou des stagiaires qui sont venus là, qui ont essayé des archets, qui ont rencontré certains archetiers, certaines archetières.
ils discutent avec eux, ils échangent. Après, ils vont même pour l'entretien de l'archet, ils peuvent revenir, remontrer l'archet, remontrer l'évolution de l'archet, où il en est, enfin voilà. Et puis au moins, ils savent d'où, ils connaissent l'histoire de l'archet, ils savent d'où il vient, où il a été construit, à quel moment, de quelle manière, enfin, tout est clair, tout est sain. Et encore une fois, pour des prix beaucoup plus abordables. Parce qu'a priori, nous, je sais qu'on essaye, je sais que dans les archets ici, généralement, on arrive à trouver, ça commence vers 3 500 €, je pense, pour avoir un bon archet. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme. Et puis pour un archet contemporain, ça peut monter jusqu'à 6 000 à 7 000. Mais on peut vraiment trouver des choses magnifiques à partir de 3 500 €. Et c'est aussi, avec le CLAC, ce qu'on essaie de défendre, de montrer aux stagiaires à quel point ça peut être important, à quel point ça peut leur... Ah oui, c'est ça que je veux dire, à quel point ça peut leur changer la vie. Bon, je suis un peu bavard. J'ai un truc à dire et après je vous laisse. Je m'en vais. Non, c'est que moi j'ai découvert un truc avec l'archet aussi. C'est que quand on trouve un archet qui nous plaît, c'est une sensation qui est tellement agréable. C'est un peu comme Éric Maria disait que l'archet il l'appelait. Moi c'est un peu ça. Moi je sais que parfois j'ai des archets qui m'aident à aller bosser, quoi. Parce que j'ai vraiment besoin, j'ai un besoin, quoi. J'ai juste envie de sortir l'archet et de sentir la sensation. Juste la sensation de jouer, avec le son, ils sortent, et ça m'arrive de faire, je sais pas, je suis assez insomniaque par exemple, et la nuit, parfois, j'ai envie de me lever, j'ai envie de prendre mon archet, de faire c'est bien, qu'est-ce que c'est agréable. Et parfois, c'est vrai que j'avais un copain qui disait ça, que quand on n'a pas envie de bosser, le plus difficile, parfois, c'est de sortir le violoncelle de la boîte. Et d'ouvrir la boîte, sortir le violoncelle, prendre l'archet et d'avoir juste la sensation de ne même pas réfléchir à ce qu'on a à faire, juste ce plaisir de la sensation, du plaisir de ce que nous donne cet archet-là. Et ça m'arrive de me dire, puis j'ai envie de ce type de son, j'ai envie de ressentir ça, j'en ai besoin en fait. Et ça peut aider même, parfois quand on a des outils pas terribles, ou qu'on n'aime pas trop, ou un archet pas entretenu. Alors ça c'est aussi, on peut en parler, un archet pas entretenu, un archet un peu dégueulasse, un archet avec plus de mèche, un archet, on n'a pas envie en fait. Alors que comme il disait, avec une mèche immaculée, un super archet hyper bon, on a juste envie d'y retourner, quoi. Voilà. Emma, quand on a comparé les archets et les chevaux, Emma, qui s'y connaît, a dit que les chevaux, ils ont deux raisons de jouer, souvent. C'est d'une part pour la hiérarchie, et puis ensuite c'est pour se défouler à cause de certaines petites angoisses. Ils ont besoin d'évacuer. Je pense que si on a des besoins de toucher quelque chose, c'est juste qu'on a... Il y a ce souvenir de ce contact-là, cette sorte de son, c'est un peu thérapeutique des fois. Donc, voilà, mais là, on est bien. Mais ouais. Et ce qui est marrant, c'est que cette sensation dont je parle, j'ai un super violoncelle que j'adore, que je joue depuis des années. Je suis toujours content de le prendre, mais j'ai pas cette sensation du truc qui m'appelle, quoi. Ça me fait pas cette sensation de, on dit c'est le prolongement du bras, mais c'est vraiment ça. Cette sensation d'avoir parfois c'est comme s'il me manque quelque chose là. J'ai vraiment ce besoin de retrouver le bout qui manque. Et ça m'aide parfois à aller bosser, ouais. Je tourne en boucle avec cette histoire de baguette magique, mais à chaque fois, non mais il y a tellement d'histoires et de légendes autour de ce rapport à cette baguette magique, mais c'est vrai que c'est hyper... Ou le sabre, je t'entendais. Éric Maria qui racontait l'histoire du sabre. Tout à fait. C'était au Japon, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Je voulais retourner dans un magasin à Kyoto qui vend des sabres, soit des vrais, des imitations. Et ce qui est étonnant, c'est que là-bas, en fait, les sabres anciens, contrairement aux archets, les sabres anciens sont très, très, très peu chers. Ah. Par contre, les sabres contemporains, qui n'ont aucun usage, mais qui sont faits d'une telle façon, voilà, ils ont 1000 façons de faire les dessins sur le métal. Eux sont des prix comme des archets de collection. Vraiment, ça c'est incroyable. Et j'étais content de montrer mon archet, d'expliquer avec mon pôle japonais que cet archet, c'est un peu comme ça parce qu'il est d'une certaine puissance, et on a réussi à le mettre sur la vitrine à côté d'une lame contemporaine. C'était hyper beau de voir ce cambre et de voir la lame. Pareil, il y avait un rapport métal-bois
qui était assez fascinant. En plus, dans cette pièce-là, il y a du bois, un peu de métal, même les établis sont très beaux. Et là-bas, c'est du verre et du fer, quoi. Donc on est un peu comme ça. Dans le magasin, il y a un retour de sensation de matière sur le corps Ouais. qui est très étonnant, qui est assez ouais, un peu hypnotisant. Et on parle un peu doucement, comme dans un musée. C'est étonnant. Bah, c'est vrai que quand on est dans... Enfin, moi j'ai eu des études très académiques, on a très peu parlé durant toutes mes études de ce rapport à la matière. Très très peu. Moi c'est quelque chose qui s'est réveillé ou que j'ai réussi à connecter bien plus tard par le biais justement de... Moi par le biais de rencontrer d'autres disciplines. Et c'est en rencontrant des circassiens ou des comédiens, des metteurs en scène, je me suis connectée à ces personnes qui, elles, travaillaient sur la matière. Alors, est-ce que c'était parfois la vase, parfois c'était le bois, parfois c'était les éléments naturels, parfois c'était le vent, parfois c'était Les cordes. l'invisible. Enfin, en fait, et là, j'ai commencé à voir mes instruments, enfin le violoncelle et l'archet, avec un nouvel œil, un œil beaucoup plus intéressés par leur matière et tout ce qu'ils avaient raconté, et un œil plus étonné, plus amoureux par rapport à ce qu'ils racontent en fait. Enfin, c'est quand même pas rien ces instruments, avec leur âme à l'intérieur. Et en fait, c'est vrai que quand on est au conservatoire et tout ça, on enchaîne toutes nos années d'études comme si tout ça était tout à fait banal. Et tout ce qui importe, c'est de travailler tous les jours, etc., etc. Et puis ça, c'est vraiment quand même pénible. Enfin, c'est vraiment pas la partie rigolote quand même de travailler tous les jours quand on est petit et puis adolescent. Alors qu'en fait, c'est vrai que tout ce côté très spirituel et très vivant est quand même bien plus passionnant et aide à le sortir de sa boîte. Sinon, bon courage. Moi, j'avais eu un prof comme ça, je me souviens, il y a longtemps. J'avais un archet, je ne sais plus trop ce que c'était pas terrible. Je sais pas, j'étais adolescent, mes parents avaient acheté un archet. Et je me souviens, je faisais une étude de Popper. Et le prof, il avait pris. À un moment donné, il voulait dire, il avait voulu essayer, puis il n'y arrivait pas. Puis tout de suite, il avait dit, il y avait l'assistant qui était là. Il a dit, wow, c'est vraiment, ça marche pas ces archets-là. Bon, bref, il m'avait rendu mon archet. Puis j'étais resté avec ça. Bon, ben j'ai un archet que mes parents n'ont pas payé cher et puis qui ne marche pas. Et le prof n'arrive pas à faire. Et moi, je fais quoi alors? Ben, tu repars avec ton archet, puis tu vas bosser. Mais c'est vrai que t'as pas très envie de le sortir, le machin. Quoi. Tu dis, je vais peut-être la faire en pile. Ouais. Non, mais c'est vrai que tu finis par. Mais c'est ça, tu finis par. Tu vois, c'est un peu décourageant parce que ouais, c'est quand même pas vraiment important. Après, alors c'est vrai qu'avec les ateliers du violoncelle, on a donc lancé cette histoire depuis le début. Et puis on fait cette espèce de choix chaque année pour acquérir un archet. Ça, on n'en a pas parlé, qu'on essaye à l'aveugle en écoutant et à l'aveugle en jouant. Et au bout de tout ça, on choisit un archet. Et donc, dans quelques jours, on va choisir le 5e archet. Tu étais venu d'ailleurs l'année dernière à ce moment-là. Et l'idée, en fait, c'est des archets qui sont prêtés à des étudiants qui en font la demande, puis qui ont un projet intéressant, ou des étudiants qu'on a envie de suivre, ou tout simplement qui en font la demande. Et c'est surtout une manière de leur dire, allez faire un tour par là. Peut-être en effet, ça va vous encourager aussi à aller plus loin, à travailler un peu plus, à aller chercher d'autres sons, etc. quoi. Et après, bon, c'est un peu à double tranchant parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de nos stagiaires qui ont emprunté un archet, qui demandent après à le remprunter, puis à le remprunter, et puis qu'à un moment donné, ils disent c'est plus possible, quoi. Ils ont du mal après à revenir à leur archet. Donc c'est là où c'est un peu dangereux, c'est que je dois dire qu'il y en a pas mal. C'était pas le projet au départ, mais il y en a pas mal qui sont venus aller chercher leur archet. Et qu'on continue pour certains. Il y en a pas mal qu'on a accompagnés aussi pour les aider dans le job. Ça leur a ouvert une porte, mais non, c'est une plaisanterie que je dis, mais ça veut dire qu'ils sont allés chercher le budget en fait pour ça, quoi, pour pouvoir passer ce pas-là.
et que ça, oui, ça, et que Ça et que j'ai autorise l'impression aussi, que... parce que c'est des questions d'autorisation aussi. Enfin, je dis pas qu'on peut s'autoriser à avoir de l'argent sur son compte en banque, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, parfois, on peut aussi se freiner parce qu'on ne s'autorise pas à avoir mieux. Alors après, comment on peut avoir mieux, ça peut prendre du temps, mais parfois c'est aussi se donner l'autorisation. Je sais que là, c'est Valentin qui a joué hier, là, Valentin Hoffman, il joue un de nos archers, là, et il me l'a encore dit, la dernière fois, il m'a dit, bon, je vais le rendre bientôt, je dis, bah, je peux le garder encore un peu. Parce qu'on essaie maintenant, on commence pour certains à les accompagner avec l'archer plus longtemps. Avant, c'était un peu un 3 mois renouvelable, et là maintenant, on essaie de dire que voilà, qu'ils puissent peut-être en profiter plus longtemps. Mais il m'a dit, voilà, après je sais qu'il va falloir que je trouve une solution, quoi. Il joue un archer brésilien qui est pas mal, mais il m'a dit, il va falloir que je trouverai une solution, quoi. Et au niveau des bois utilisés, parce qu'on sait que, ce que je disais au début, c'est qu'il y a le pernambouc, bon, c'est devenu un problème, mais il y a d'autres bois qui existent, mais c'est assez rare finalement au violoncelle d'avoir différents bois. Il y a les archets en carbone aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai approché le bois de fer avec les frères Gropp à Metz, qui font des archers de viol de gamme, des archers baroques de violoncelle. Et c'était vraiment bien, parce que ça correspondait vraiment à l'esthétique, le bois un peu cannelé comme ça, l'ivoire de mammouth, le petit bouton, on aurait dit des petites pièces de jeu d'échecs. C'était vraiment chouette. Ouais. J'ai toujours derrière cet archer. Bah moi, en fait, ça fait longtemps que j'essaie de comprendre le pernambouc. Je commence à essayer de comprendre. Pour moi, je ne suis pas allé voir ailleurs pour le moment. Et les archers en carbone, j'ai jamais vraiment pu. Bon, voilà, ça n'a jamais été. Parce que, encore une fois, la matière ne me parle pas, en fait. Il y a quelque chose qui me. Non. Et puis, encore une fois, puis c'est déjà tellement complexe, il y a tellement de choses à voir aussi sur le pernambouc qui est tellement beau, en fait, que je ne suis pas encore allé voir ailleurs. Après, il y a pas mal d'archets aussi. Il y a pas mal d'archets qu'on appelle en bois d'abeille, qui étaient beaucoup, notamment quand il y avait les apprentis, beaucoup qui faisaient des archets comme ça, un peu pour s'entraîner à l'époque. Notamment chez Bazin et tout ça, il y a beaucoup d'archers, souvent signés Tourte, qui sont en bois d'abeille et qui sont typiques de l'atelier Bazin, qui était un des plus gros ateliers, où il y avait beaucoup d'apprentis qui apprenaient à faire des archets et qui étaient faits dans ce bois-là. Oui, le carbone, en fait, il y a une technique industrielle qui donne un résultat vraiment bien au niveau du rebondi, mais le son est creux, c'est affreux. Franchement, j'ai pas vu j'en ai essayé beaucoup, et ça fait le job, des fois, quand on est dans un ensemble ou dans un orchestre, pour certaines musiques, ça va. Mais en vrai, le son n'est pas beau. Pour le solo, musique de chambre. Bonjour Clémence. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Avec plaisir. Donc tu es archetière Oui. ici au CLAC Mm. et tu es venue partager ton expertise pour compléter un petit peu notre discussion. On était Je en train pourrais. de parler des archets en carbone et pernambouc, donc c'était là où on s'est dit que ce serait intéressant que tu interviennes. D'avoir Pour ça un ou pour petit autre chose d'ailleurs. Oui. On n'a pas encore trouvé d'essence qui puisse remplacer le pernambouc. On n'a pas trouvé de matière composite qui puisse apporter autant de richesse et de poésie et des sonorités aussi belles pour le moment. Peut-être que ça viendra. On doit conserver cette richesse, d'autant que le métier d'archetier est actuellement, on espère pour longtemps, intrinsèquement lié à cette sensibilité qu'on a avec ce bois. On pourra avoir difficilement une connexion aussi vivace avec un substitut, parce que c'est vraiment ce bois particulier qui fait qu'on fait ces archers-là. C'est vraiment un apprentissage. Le fait de faire un archer, ça va avec le fait de connaître la matière. Voilà. Bon merci à tous Merci. d'avoir participé à cette conversation. Et... non mais je ne vais pas le couper ça, Eric. Je vais pas le couper. En tout cas, c'était une conversation très intéressante. Merci à tous d'avoir partagé vos expériences. Et puis, quant à vous, n'hésitez pas à poser vos questions ou laisser vos... Je peux faire
mon post-lutte. N'hésitez pas à poser vos questions ou vos commentaires sous cette vidéo. On sera ravis de vous répondre. Ciao à tous. Au revoir. Au revoir. C'est long. Tu m'as complètement raté ma fin là. Mais Noël, très bien. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner hein, avec une fin comme ça.